Aujourd'hui, je te présente le vélo que j'aurais utilisé si j'étais allé à Badlands. Malheureusement, le sort en a décidé autrement, et à la place de prendre le départ, ma mère est décédée brutalement 3 jours avant le départ. Donc pour conjurer le sort, ne pas baisser les bras, je te présente le vélo que j'aurais utilisé si j'y étais allé. Et là, je vais tout expliquer, parce que de toute façon, c'était prévu. La stratégie, la préparation, le repérage du parcours, le matériel, l'équipement qui va autour, je vais tout te dire. Et même la prévention et le soignage du mal au cucu. Tout va être chapitré et tu peux regarder en dessous dans la description, tu as les chapitres qui te permettent d'aller exactement au sujet qui t'intéresse pour gagner du temps. Aussi, ça me permet d'annoncer quelques vidéos à venir parce que j'ai pas du tout envie de rouler en ce moment. Mais ça n'empêche pas, j'ai toujours quelque chose à raconter. Donc on va reprendre des sujets un petit peu plus techniques. Moi je vais pas rouler, tu n'es pas prêt de me voir sur un vélo, mais par contre, j'ai plein de trucs à te raconter. La majeure partie des trucs que j'utilise, je les teste pour le magazine Planète Gravel, parce que je tiens à utiliser et à tester le matériel en conditions réelles. Donc tous les blocs de préparation, les épreuves que j'ai pu faire et même celles sur lesquelles j'ai abandonné, tout a été testé et tu retrouves pas mal de choses dans le magazine. Là on parlera de la chape de dérailleur, des pneus, de la transmission arrière dans le moyeu, de sacoches, de trucs comme ça. Donc vraiment j'utilise tout le matériel dans des conditions difficiles pour être certain de présenter quelque chose de fiable et parler de quelque chose que j'ai réellement testé. Donc oui, mon vélo est hyper cher. Mais il n'est pas uniquement cher pour le plaisir d'avoir du vélo cher. Je pars du principe que qui peut le plus, peut le moins. Et que avoir testé des trucs, des solutions hyper chères et hyper sophistiquées, ça permet d'en comprendre vraiment le fonctionnement et d'affiner la compréhension sur certains concepts et de reporter ça sur des vélos beaucoup plus abordables et utiliser vraiment au maximum ce que l'on a. Parce que je ne suis pas hyper partisan de cette course au matériel hyper cher et je suis plus partisan d'utiliser ce que l'on a et d'utiliser ce que l'on a au maximum de ses capacités. Avant ça, on va reposer un petit peu le contexte. Badlands, c'est quoi? Badlands, c'est l'épreuve gravel bikepacking que beaucoup fantasment. C'est dans le désert, au sud de l'Espagne, en Andalousie. On traverse les déserts de Goraf, etc. On monte, on descend, il y a du sable. C'est génial. Et en plus, un petit peu comme c'est beaucoup d'épreuves de ce type-là, on peut se retrouver sur la ligne de départ avec les stars de la discipline, qui après partent et s'éloignent bien vite, mais ça fait partie du plaisir. Donc c'est 770 km à travers 3 déserts, sur un parcours majoritairement gravel, sablonneux avec quelques passages techniques, mais rien de bien méchant apparemment. Et surtout avec une vraie problématique de ravitaillement, avec les ouvertures des boutiques. Apparemment, il y a pas mal de trucs ouverts quand même, d'après ce que l'on m'a dit. Ça ne se voit pas a priori sur les cartes, mais apparemment, il y a quand même moyen. Mais bon, je ne le saurai jamais. En tout cas, j'ai pas mal préparé, et pour cela, j'ai utilisé Google Maps. Donc j'ai inséré la trace GPX dans Google Maps et j'ai posé des repères de stations-service, de magasins, de restaurants, de supermarchés, en repérant également les jours d'ouverture et les horaires d'ouverture. J'ai étendu un petit peu l'ouverture des magasins et les magasins, les commerces disponibles hors de la trace pour être sûr de ne rien avoir, de ne manquer de rien, pardon. Et mon idée, c'était simplement d'arriver à la moitié du deuxième jour, pas trop mal. Je m'étais fixé un objectif quotidien entre 200 et 250 km pour arriver au bout en 4 jours. Je savais que c'était extrêmement conservateur, que 200-250 par jour, c'est tout à fait dans mes cordes, en prenant compte de la chaleur, en tenant compte de la chaleur, des conditions de course qui peuvent varier en fonction. Donc ouais, moi j'étais vraiment pas parti pour faire la course, j'étais parti simplement pour être finisher et ressentir l'émotion et la vive émotion d'être finisher sur un truc comme ça. Donc j'avais prévu quelque chose de très conservateur pour vraiment simplement arriver au bout. Donc j'ai utilisé Google Maps. Et après, sur le terrain, j'aurais continué à utiliser Google Maps pour voir ce que j'avais devant. Tout ça en combinaison avec Komoot pour voir à quel vraiment endroit du parcours j'étais et voir les difficultés et le dénivelé qui se présentaient à moi. Et combiner ça avec Google Maps pour voir les magasins ouverts et les horaires d'ouverture, être certain que j'allais pouvoir sortir de la trace ou aller sur un commerce sans me heurter à un truc fermé, tout simplement.
Pour arriver à cet objectif de simplement finisher, je voulais un vélo qui monte, qui descend et qui roule. Donc, j'ai un Canyon Gristle que j'ai utilisé toute l'année sur différentes épreuves que j'adore. Vraiment le Canyon Gristle. Donc moi j'avais le modèle CFC SLX suspendu, donc avec le groupe SRAM Force. Tu vois, c'est ça l'avantage d'habiter à la campagne, c'est que des fois il y a des tracteurs et il y a toujours les voisins qui ont un lopin de terre à désherber, donc des fois il y a des bruits de tondeuse, de trucs comme ça, de machin, mais voilà, c'est comme ça. Donc, Canyon CF SLX suspendu, SRAM Force fourche télescopique qui aurait dû partir. J'étais parti pour l'enlever parce que comme le parcours semblait entre guillemets relativement roulant et pas trop cassant, j'avais pris le parti d'enlever la fourche télescopique. Malheureusement, je n'avais pas prévu que le haut du jeu de direction est spécifique à Canyon. Et donc, dans le temps qui m'était imparti, je n'ai pas pu mettre la fourche rigide qui est là. Une magnifique fourche rigide en carbone prêtée par les cycles Léon, et j'en profite pour remercier David et Tom à la fois pour le soutien, pour le prêt du matériel, mais également pour les mots gentils qu'ils m'ont adressés ces derniers jours. Donc merci les gars. Voilà, fourche carbone. Avec ça, j'aurais gagné environ 700 grammes par rapport à la suspendue. Ça m'aurait fait un vélo beaucoup plus rigide, un poil plus léger, mais qui absorbait moins. Mais sur un parcours comme ça semblait être un bon jeu. Et tu verras également après que le choix de pneus est important pour compenser la fourche rigide. Le vélo en lui-même est presque strictement d'origine. Comme tu peux le constater, la transmission force est toujours là. J'ai modifié la chape du dérailleur pour une chape surdimensionnée cycling céramique pour diminuer les frictions. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard, c'est hyper intéressant. Et il y a un dossier friction dans le numéro 3 de Planète Gravel qui explique les différences entre monoplateau, double plateau, mais ça sous l'angle des frictions. Et la chape surdimensionnée permet justement d'améliorer le rendement de la transmission, de diminuer les frictions. Bon, ça a un coût, mais n'empêche que ça fonctionne vraiment pas mal. En tout cas, moi j'ai adoré. Tu constates que j'ai un monoplateau de 40 avec une cassette 11-34. Tu dois te dire, putain, 11-34 pour aller taper 16 000 de dénive, le mec est taré, il a l'intention de faire de la course à pied, ou en tout cas il est parti pour faire un trail à pied. Eh ben non. Parce qu'en fait, à l'intérieur du moyeu arrière, ici, et on peut le voir également sur l'axe traversant, j'ai la transmission électronique dans le moyeu Classified. Pareil, tu sauras tout là-dessus dans le numéro 3 de Planète Gravel. Donc c'est une transmission électronique qui globalement, ici dans le moyeu, fait changer la vitesse de rotation du moyeu et qui fournit l'équivalent d'un double plateau virtuel. Donc quand je suis en mode 1-1, on va dire, le moyeu qui tourne à la même vitesse sur un rapport de 1, j'ai bien un 40-11-34. Mais si je passe avec une rotation différente, donc sur un rapport de 0,7, mon plateau de 40 devient un plateau de 28. Donc je me retrouve avec une transmission de 40-28, ce qui me permet d'avoir non seulement toujours un monoplateau, d'éviter les différents problèmes avec le double plateau, l'encombrement du monoplateau, et surtout d'avoir une chaîne parfaitement alignée, d'être toujours plus ou moins ici dans ma cassette en cas de pente sévère, et si vraiment la pente est trop sévère, je peux toujours passer sur le 34. Ça me permet donc d'avoir une chaîne un petit peu mieux aligné, donc d'avoir une baisse des frictions et une perte du rendement dû aux frictions, et aussi un rendement plus important dû à un plateau plus gros. Mais ça, encore une fois, vous saurez tout dans le numéro 3 de Planète Gravel, parce que je vous explique tout. Je suis allé trouver des témoignages de techniciens pour expliquer ce mystère des frictions. C'est un petit peu chaud à comprendre, moi ça m'a demandé un effort considérable, mais en fait on le comprend bien. Et sur le terrain, ça fonctionne hyper bien. Oui, c'est hors de prix. Mais si on peut se le permettre, c'est absolument génial. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est la jante qui est autour du moyeu, qui est peut-être un poil lourde, ou en tout cas manque un poil de rendement. Donc si je dois le garder, je changerai la jante. Mais par contre, le fonctionnement du moyeu en lui-même, c'est un ravissement. Donc si tu regardes, ici j'ai un axe traversant un petit peu plus gros, en tout cas ici c'est un petit peu plus gros,
et à l'intérieur ça envoie un signal Bluetooth. Et j'ai une manette ici, tac, ici qui me permet de passer en mode 0,7, donc avec un transmetteur Wi-Fi que Bluetooth que l'on voit ici, tout simplement. Attends, je vais l'activer. Voilà. Bon, je vais l'activer. Tac, tu vois. Et ça envoie un signal au moyeu pour changer la vitesse de rotation. Après, sur les trucs que j'ai changé, la selle, évidemment, ça quand on a un vélo, on commence par changer la selle pour avoir une selle qui est adaptée à notre morphologie. Moi, j'ai l'aspect Power Mirror, mais ça pourrait être n'importe quelle selle. Ce qui compte, c'est que tu aies une selle que tu aimes, sur laquelle tu peux rouler et qui te permette d'enquiller les heures de selle sans avoir mal au cucu. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que je me suis bien documenté sur le mal au cucu et ça c'est un véritable problème. À part ça, rien n'a été changé. La potence, le guidon est exactement le même que sur le modèle d'origine. J'ai ajouté les prolongateurs Profile Design Ergo 35, absolument parfait. Pas mal remonté pour avoir une position, assez haute et confortable parce que vraiment, si on ajoute des prolongateurs sur nos vélos, c'est pas pour l'aéro, c'est avant tout pour le confort et avoir une position plus relâchée sur les bras et sur les mains et les avant-bras. Tu verras aussi dans le numéro 3 qu'il y a aussi un petit avantage aéro car tu auras une longue interview avec Sofiane Seili et j'en profite pour ajouter que l'interview dans le magazine est extraite d'un long épisode de podcast avec Sofiane qui revient sur la Silk Road, sur ses dernières épreuves et sur justement l'optimisation aérodynamique de son setup en termes de sacoche et également en termes de prolongateur. Voilà, je ne t'en dis pas plus, mais c'est hyper intéressant. 1h45 avec Sofiane et donc une longue interview dans le magazine avec beaucoup de photos. Les sacoches Foot Pouch Miss Grape avec un bidon ici. Pour recevoir ici une partie de l'électricité, petite sacoche de cadre ici Miss Grape, sacoche intégrale Apidura et ici j'aurais mis une sacoche de sel également Apidura. Rien à l'avant, excepté l'éclairage K-Lite qui est branché sur un moyeu dynamo Son. La roue avant, attends, je pousse ma petite chaise, voilà. La roue avant donc, qui reçoit le moyeu dynamo, c'est une roue artisanale montée par mon pote Mathieu des cycles Turbo. La cyclerie Bielov, attention c'est un putain de russe, mais qui monte des roues artisanales. La marque c'est Turbo et moyeu dynamo Son. Là il n'est pas branché parce que le vélo sort de la voiture et comme tu peux le constater, le vélo est un petit peu sale, tout simplement parce que quand j'ai reçu la nouvelle du décès de ma mère, j'ai filé dans le sud de la France et mon premier réflexe ça a été d'emmener mon vélo et j'ai coupé les mauvaises nouvelles et les démarches administratives avec un petit peu de vélo dans le sud, ce qui explique que mon vélo soit cradingue et voilà. Et tu peux constater que malgré la boue qu'il a reçue, ça tourne bien. Et donc dans les vidéos à venir, je t'expliquerai comment lubrifier et nettoyer la chaîne pour que ça tourne bien malgré des conditions boueuses. Tu peux constater ici, et c'est un des seuls points faibles de ce vélo, c'est qu'il n'y a pas d'attache pour un porte-bidon et mettre une petite boîte à outils. Donc j'ai une sacoche ici à Apidura qui me permet de recueillir la boîte à outils, tout simplement. Les pneus. J'avais fait le choix des Continental Terra Hardpack en 50 mm. Je les ai beaucoup roulés et tu peux constater qu'après environ 1500 km, ils sont nickel. Et on va aller voir le pneu arrière et tu peux constater qu'il est pas mal du tout aussi. Il est un poil plus râpé parce que... Ouais, il est un poil plus râpé parce que en juillet, j'ai couru en Espagne, The Capitals. C'était hyper cassant et il y a eu pas mal de petits dérapages dans les descentes à 30%. Donc ça a un petit peu râpé, mais le pneu est absolument nickel. Pareil, test complet du Hardpack 50 dans le numéro 3 de Planète Gravel. Sur le vélo en lui-même,
tel qu'il pourrait sortir de la boîte. Moi, tout ce que je peux te dire, je l'ai testé pour le magazine, le premier numéro de Planète Gravel. Et tout ce que je peux te dire après presque 6 mois d'utilisation, c'est que vraiment c'est mon vélo favori et celui-là je l'aime. Je vais certainement devoir le rendre à Canyon parce que je l'ai eu en test et ça a été un coup de foudre immédiat. Dès les premiers kilomètres, malgré tous les vélos que j'ai pu essayer par le passé et les mois suivants, ces derniers mois, ça reste mon vélo favori. Là, je vais peut-être devoir le rendre à Canyon et ça sera un crève-cœur. Et quand j'ai eu fini le test pour le magazine et que le test a été publié, j'ai demandé à Canyon de me le prêter pour l'année parce que vraiment, j'ai adoré ce vélo. C'est un peu comme un bon pote sur qui tu peux compter. C'est pas le pote un petit peu susceptible qui va te péter une durite à la moindre occasion quand il est un petit peu fatigué. Ce vélo, il a du rendement, il est léger, il est vif, il roule quand je lui demande de rouler, il est là quand il y a des passages techniques à passer, il est stable. Il est agréable, il est tolérant avec moi, avec mes faiblesses techniques, avec mes lacunes physiques, avec mes faiblesses techniques. Et il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Donc si je peux, je refoncerai sur un Canyon Grizzle sans hésiter. Il y a plein de vélos qui y ressemblent et qui sont tout aussi bien, mais celui-là, je l'ai vraiment adoré. Et surtout, un vélo rose, c'est vraiment trop bien. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les vélos pour nous les mecs, c'est d'une tristesse. Alors tomber sur un vélo fuchsia rose, mais c'est trop cool. Parce que on n'est pas là pour se faire chier, on n'est pas là pour avoir du matos triste ou des vélos tristes, on est là pour s'éclater et que ça pète un peu la bonne humeur. Donc un vélo rose pour moi c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et j'espère le garder encore un tout petit peu. Donc comme tu peux voir sur le vélo, mon vélo, c'est un mélange de technologie et de bon sens. Donc ça a été éprouvé tout au long de l'année sur différentes épreuves et sur différents blocs de préparation. Je voulais un vélo qui monte, qui roule et qui descend. Donc qui monte avec la transmission pour avoir vraiment quelque chose à la fois avec un bon rendement sur le monoplateau et ne pas être pénalisé sur les sections roulantes, qui monte avec un ratio suffisamment élevé pour pouvoir emmancher les gros pourcentages entre 15 et 20% avec le chargement et sans se mettre dans le rouge, sans avoir forcément à descendre du vélo. Bon, évidemment, des fois, il faut descendre du vélo et c'est plus sage de descendre du vélo, mais de pouvoir continuer à rouler dans les forts pourcentages avec un vélo chargé, un vélo qui roule avec un bon rendement. Là, comme c'était quand même bien vallonné, j'étais resté sur le 40. Mais si je dois rouler, si je dois refaire quelque chose de moins vallonné, ça me donnera l'occasion de venir sur un 42, un 44 ou même un 46 si vraiment les conditions s'y prêtent. Et enfin, un vélo qui descend et un vélo confortable avec les pneus en 50 mm et éventuellement la fourche télescopique. Si je n'avais pas eu la fourche télescopique, justement les pneus de 50 auraient pris la fonction d'amorti et de filtration. Et vraiment ces pneus je les ai vraiment adorés. Ils sont un petit peu difficiles à prendre en main au tout début. Ils ont une forme un peu bizarre qui les empêche de vraiment virer. Ça donne l'impression d'être sur des rails, mais une fois qu'ils sont un petit peu faits, un petit peu assouplis, c'est un bonheur. Voilà, je crois que j'en ai trop dit en fait. Et en plus ils sont pratiquement indestructibles, j'ai l'impression. Ça c'est pour le vélo. Je pense avoir fait le tour. Donc ouais, un mélange de technologie qui demande un petit peu de soin sur l'électronique parce que transmission électronique, moyeu électronique, mais moyeu dynamo que j'ai enfin réussi à maîtriser pour avoir de l'électricité en continu. Sur le moyeu dynamo, petit détail. Donc le moyeu dynamo est ici. Le câble sort de là et arrive dans la sacoche ici. À l'intérieur de la sacoche, j'ai un câble qui vient, donc tu vois l'embout jaune, il vient se brancher ici sur l'embout jaune. Et dans ce boîtier, j'ai deux sorties USB. Donc je vais pouvoir soit éclairer en continu et sans aucun problème avec l'éclairage à l'avant. Au passage, avec ça, tu peux éclairer une piste d'atterrissage et faire atterrir un Boeing. C'est pas un problème. Je peux également recharger mes appareils électriques. Au début, j'avais le switch
qui permettait de passer de l'éclairage à la recharge USB. Malheureusement, je me suis rendu compte lors de The Capitals que j'avais un faux contact dont je m'étais déjà rendu compte sur un bloc d'entraînement sur le GR Stevenson qu'il y avait un faux contact et je n'avais pas pris le temps de réparer ça, et ce qui a entraîné en partie, vraiment en partie, mon abandon sur The Capitals, mais qui est également lié à ma mauvaise gestion du parcours et de ma solitude. Toujours est-il que ça, si je le branche, je peux recharger mes petits appareils, et conjointement, j'ai pris un powerbank avec une mémoire tampon de la marque Think 5. Je mettrai la référence, ce qui me permet d'avoir une petite recharge en plus en cas de souci pour le GPS, pour les appareils électroniques type téléphone, et également en cas de souci sur le dérailleur ou n'importe quoi. De toute façon, j'avais une batterie de rechange sur le dérailleur, parce que finalement ça ne pèse pas grand chose, ça pèse environ 10 grammes et c'est quand même bien dommage de s'en priver. J'en profite juste pour dire que le dérailleur électrique, c'est hyper fiable, ça marche hyper bien et dans toutes conditions, et depuis le temps que c'est sur le marché, si ça n'était pas fiable, ça se saurait. Donc la peur irrationnelle de l'électronique, bah non, ça marche pas, parce que vraiment ça marche hyper bien, et spécialement dans les conditions froides, quand on a les doigts gelés, c'est hyper agréable. C'est fluide, ça fonctionne à merveille. Donc voilà pour l'éclairage. Ça, c'est l'éclairage sur le vélo. L'éclairage sur la tête du bonhomme, ça ressemble à ça. Donc mon casque habituel, le casque Morito, et tu peux voir à l'avant le support de la frontale. La frontale, je m'étais acheté une Stutz avec 3 batteries, et bon, ça va, c'est bien, mais j'avoue que je ne vais pas dire que j'en suis déçu, mais j'apprécierais quelque chose avec plus de puissance, notamment quand je tourne la tête pour sortir du faisceau de la K-Lite et regarder ce qu'il y a sur les côtés, dans les virages, dans les côtes, pour anticiper un petit peu ce qui se passe devant. Mais en tout cas, ça fait quand même bien le job, et notamment sur les parties nocturnes, quand on s'arrête pour regarder un truc sur le vélo, s'arrêter un truc dans l'équipement, dans les sacoches, ou pour préparer le bivouac. Le dodo, c'est quand même bien d'avoir une frontale, et c'est hyper important. Ça, c'est pour l'éclairage sur la tronche du bonhomme. Maintenant, on va parler du cul. Le cul, on l'a vu avec la selle du vélo, c'est vraiment le nerf de la guerre sur la longue distance. Pour cela, il faut à la fois une bonne combinaison cuissard et selle. Moi, je suis hyper content de mon cuissard, et autre chose sur The Capitals, j'ai découvert que mon cuissard était un petit peu abîmé, ce qui faisait glisser la peau vers l'arrière, ce qui m'a occasionné une blessure monstrueuse. Donc j'ai rétabli ça, j'ai pris le même mais en neuf, et j'ai demandé conseil à Clémence Van der Geinst. Donc si vous écoutez le podcast, vous savez parfaitement qui est Clémence. Elle a gagné la Race Across France 2006 chez les féminines, et cet été elle a fait la Northscape 4000, et elle m'a conseillé de prendre des Comfeel, donc des gros pansements qui permettent de mettre ça sur une grosse blessure. Donc pas mal du tout. Attends, j'approche. Voilà, Comfeel. J'en avais commandé 2 boîtes. En cas de blessure. J'avais emmené également du Cicalfate pour le soir, après la petite toilette, pour cicatriser s'il y a besoin, et en cas vraiment de gros soucis et certain d'aller au bout malgré une blessure, les gros pansements pour ça. Maintenant, on va parler du ravitaillement. Donc, sur Badlands ou sur bien des épreuves, le problème principal et le problème majeur de la longue distance, c'est le ravitaillement, et être capable de pouvoir alimenter le moteur en toutes circonstances. Donc à la fois emmener des trucs, faire des provisions, tout en restant relativement léger pour ne pas avoir un vélo qui pèse 1 tonne. Et évidemment le problème de l'hydratation, parce qu'il faisait très très chaud, donc il fallait avoir une réserve d'eau assez conséquente. Donc tu as vu, j'avais la sacoche intégrale qui me permettait d'emmener des trucs. J'aurais pris à l'arrière une sacoche de sel, pareil, la Apidura Expédition. J'avais sur le dos, j'adore, le sac à hydratation Apidura avec des petites poches à l'avant. Donc là-dedans, je pouvais mettre 2 litres d'eau. En conjugaison avec un bidon sur le guidon pour emmener un petit peu, et notamment pour diluer comment ça s'appelle déjà ? Putain, j'ai un trou de mémoire depuis quelques jours, j'ai plus rien dans le cerveau. C'est terrible, j'oublie tout. J'ai l'impression d'être complètement flottant au-dessus du sol.
je suppose que c'est normal, des électrolytes. Voilà. Donc diluer des électrolytes, diluer une petite potion diverse pour éviter les crampes et la grosse panne de courant. Dans les sacoches, dans les petites poches avant du gilet, largement testé, validé et approuvé, des flasques de trail souple Salomon. Et comme tu peux le constater, ça se replie quand c'est vide. Ça pèse environ 5 grammes et quand c'est vide avec le bouchon, ça ne pèse rien du tout. Ça, je les ai à l'avant. Si tu reprends la vidéo, je ne sais jamais si c'est là ou là, la vidéo du bloc de préparation sur le GR Stevenson, je les avais et c'est vraiment, vraiment génial. Donc ça, c'est des Salomon qui font 500 ml. J'avais pris également à placer dans la sacoche ou dans les poches de mon maillot des Décathlon, pareil de 500 ml, qui sont un petit peu moins bien, un petit peu moins ergonomique et un petit peu moins pratique, notamment au remplissage. Tu vois, le goulot ici est beaucoup plus petit que sur la Salomon. C'est beaucoup plus petit. Bon, évidemment, bon, ce qui est étonnant, c'est que la Salomon, elle doit être à 20 €. Celle-là, elle est à 10 € et tout en étant pensée de travers. Donc voilà, pour un truc... hein. Mais n'empêche que ça, 500 ml, j'avais pris également une 250 qui permettait d'augmenter la capacité en eau, mais également d'avoir du portage léger et flexible. En fait, l'idée, c'était d'avoir beaucoup d'eau, d'avoir une grosse capacité en eau, mais que je puisse vider si le moment s'y prêtait. Dans le dos, j'aurais eu ces 2 litres ici, qui ne se sentent finalement pas. Le sac est relativement bien étudié, je l'ai beaucoup utilisé et je n'ai absolument pas à m'en plaindre. Pour la nourriture, j'aurais emmené pas mal de choses pour arriver aux 200 km sans avoir à trop m'arrêter. Et j'avais prévu un petit sac souple pour faire des provisions, par exemple pour m'acheter des trucs à manger et à les emmener jusqu'au bivouac pour continuer à manger et repartir le lendemain. Donc un petit sac léger à mettre dans le dos. Également une cuillère, là je ne l'ai pas prise, mais une cuillère fourchette en plastique pour pouvoir manger. Et également un truc qui m'a été refilé pareil, j'ai oublié le nom. C'est terrible, je l'embrasse. Mon gars du Pays Basque qui a gagné le Biking Man X, je suis désolé. Je mettrai son nom en vidéo ici. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié ton nom, alors qu'on s'entend hyper bien. D'emmener des sacs congélation pour mettre des pâtes ou des plats, acheter des pâtes en sous-vide et mettre ça dans un sac congélation. Comme ça permet de mieux les loger. C'est plus logeable dans les sacoches ou dans les poches du vélo. Et ça permet d'emmener des provisions avec soi qu'on va manger ensuite avec la petite cuillère. Donc le coût du sac congélation et du sac léger, ça c'est l'amélioration que j'ai retirée de The Capitals, d'emmener vraiment de quoi pour le matin notamment. Bon, un petit détail, hein, parce que je reste un branleur, faut être clair. Donc pour les longues montées où j'aurais été vendre soleil dans la tronche et pas avoir mon casque, je m'étais acheté un bandeau pour plaquer les cheveux en arrière et pas avoir mon casque sur la tête. Donc voilà, un bandeau bœuf, parce que ouais, malgré les circonstances, je reste un branleur. Maintenant, on va parler du dodo, parce que depuis quelques années, il y a une tendance maintenant largement installée qui est de rouler lentement et de s'arrêter le moins possible et si possible de dormir le moins possible. Malheureusement, ça a occasionné pas mal d'abandons, pas mal de chutes, pas mal d'accidents et ça a également occasionné des zombies sur le vélo. Et j'ai l'impression qu'on en revient un petit peu, on me l'a pas mal dit ces derniers temps. Beaucoup m'ont dit, bah non, moi j'ai pas envie d'être un zombie sur le vélo, donc je dors 4-5 heures toutes les nuits, mais quand je suis sur mon vélo, je peux pousser. Et tiens-toi bien, Sofiane m'a tenu exactement le même discours. Donc, Sofiane Seili, hein, le meilleur mondial dans nos disciplines. Il m'a tenu exactement le même discours. Donc moi, pour Badlands, ma stratégie était simple. Je roule entre 200 et 250 km par jour, peut-être plus si je peux, mais à un moment donné, je m'arrête et je dors. Ça permet à la fois de donner un début et une fin à la journée. Parce que, pour le moment, moi je ne suis pas capable de rouler non-stop 1 à 2 jours. J'en suis pas capable. Et en plus, j'ai pas envie parce que je suis grognon quand je dors pas et je vois la vie en noir. Et sincèrement, en ce moment, j'ai pas besoin de ça. Donc, j'avais prévu de dormir entre 4 et 5 heures. Pour cela, j'avais emmené mon petit équipement minimum. Un matelas Thermarest, donc le Neo Air
X-Lite. Il fait environ 300 grammes. Pareil, ici ou là, tu as une vidéo complète sur le matériel de bivouac dont j'ai fait l'acquisition. Pour info, le week-end dernier, ma femme est allée à un mariage en Bretagne et elle a dormi dans sa voiture et je lui ai prêté mon premier matelas Decathlon, Forclaz, 700 grammes, 750 grammes, 50 €. Et elle m'a dit, il est hyper confortable. Moi, j'ai fait le choix du poids, mais on peut aussi faire le choix du confort. Les deux sont très confortables, mais sache-le, le Forclaz de chez Decathlon est très confortable aussi. Tout ça avec, alors vu qu'il allait faire très très chaud, j'avais pas emmené le quilt, mais le bivy, pareil de chez Cumulus, que tu retrouves tout dans la vidéo, donc laisse tomber. Avec lui, j'ai dormi parfaitement bien sur le bloc de préparation Stevenson, sur The Capitals. Et la semaine dernière, quand je suis rentré à la maison, j'ai dormi sur une aire d'autoroute, par terre sur le bitume. Là, par contre, j'avais le quilt parce que j'étais en Haute-Loire et il faisait un peu frais. Drap de soie de chez Decathlon, 20 €, super confort, très très bien. Je pourrais en prendre un petit peu plus performant, mais en tout cas il est léger et il correspond parfaitement à l'usage. Donc pourquoi dépenser plus quand on peut s'embêter, quand on n'est pas obligé de s'embêter. J'ai juste remplacé le coussin, j'avais un coussin Decathlon sur lequel j'étais pas bien, je le trouvais un poil épais, un poil haut pour moi, donc je me suis fait péter un Sea to Summit qui est plus facile à gonfler, qui est plus rapide à gonfler, qui est un poil plus léger de 20 grammes, mais qui est un poil plus confortable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ouais, le Decathlon, c'est celui-là. Je l'ai trouvé un petit peu épais. Bon, évidemment, il est pas cher et pour débuter, c'est parfait. Mais j'avais la tête un petit peu cassée sur le haut, donc le lendemain, j'avais un petit peu mal au cou. Mais ça dépend vraiment des morphologies. Bah tiens, ils étaient dans le sac. Ah bah tiens, tout est là en fait. Les sacs à congélation pour emmener de la bouffe, pour emmener du taboulé, des pâtes et ce que tu veux pour être plus maniable et plus malléable dans les sacs, dans les sacoches. Fourchette cuillère de chez Geomina. C'est une marque espagnole qui fait des sacoches hyper bien et hyper abordables, qui sont pas forcément les plus légères ou les plus fonctionnelles, mais qui sont en tout cas à un tarif défiant toute concurrence. Donc pour s'équiper à moindre prix, eh ben, c'est absolument parfait. Et ils proposent toute une gamme de petits accessoires pour le bivouac qui sont top. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Éventuellement, si j'étais parti dans un endroit encore plus hostile que Badlands, j'ai une pipette, une pipe Live Straw qui permet de boire l'eau des ruisseaux, etc. Qui permet de filtrer 99,9% des impuretés. Ça, c'est pour le dodo. J'ai eu la chance et le plaisir cette année de tout tester et de tout vérifier. Donc, tout était prêt pour Badlands. Il n'y a que le coup du sort qui m'a empêché d'aller courir. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, j'aurais pu te parler des pédales, j'aurais pu te parler des chaussures, des vêtements, mais ça c'est très personnel. On a chacun on a ce qu'on a. Et voilà, donc c'est pas parce que je vais te dire j'ai tel maillot ou telle paire de sockets ou telle paire de gants que ça va être utile pour toi. Prends ce que tu as, utilise-le à fond, sors. Trouve-en ses avantages, ses points forts et ses points faibles. Essaye de contourner les points faibles. Mais cette course au matériel, ça m'intéresse pas trop. Moi, j'ai la chance, via le magazine et via ce que je fais depuis des années, d'avoir accès à beaucoup de matériel. Mais je considère que c'est surtout une manière de maîtriser pas mal d'aspects et de retirer le maximum des équipements plus abordables et de donner des informations pertinentes avec un usage un petit peu poussé. Donc il n'y a rien qui oblige évidemment à avoir du matos de ouf. Moi encore une fois j'ai la chance d'y avoir accès, mais si j'avais pas tout ça, je ferais autrement parce qu'évidemment j'ai pas les moyens de me les offrir. Mais voilà. Mais là j'ai pas du tout envie de rouler, bien entendu, mais ça ne veut pas dire que je vais pas faire de vidéos ou d'épisodes de podcast. Là je m'autorise encore un petit temps de repos, mais je reviendrai. On va parler de transmission, on va parler de lubrification, on va parler de friction, on va parler de différents aspects techniques du vélo. Et voilà, et j'attends avec impatience les inscriptions pour l'Atlas Mountain Race, parce que celui-là,
je peux l'emmener sur l'Atlas. J'en suis sûr et certain. Il encaissera les cailloux, il encaissera tout. Donc, voilà, ça donne un petit indice pour 2023. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.